Le paquebot Belle Époque fendait majestueusement les eaux sombres de la Méditerranée, ses cheminées crachant une fumée noire, qui se mêlait aux nuages gris de cette fin d'après-midi de septembre 1887. Sur le pont supérieur, Henri Moreau observait l'horizon avec cette intensité particulière qui caractérisait tous ses gestes depuis son retour d'Égypte. Ses cheveux châtains ébouriffés par le vent marin encadraient un visage hâlé par des mois passés sous le soleil du désert, et ses yeux noisettes scrutaient les vagues avec la même attention qu'il portait jadis aux hiéroglyphes anciens. « Monsieur Moreau, vous semblez bien pensif ce soir », lança Charles Beaumont, un marchand parisien corpulent qui avait tenté plusieurs fois d'engager la conversation durant le voyage. Henri se tourna poliment vers lui, esquissant un sourire qui ne parvenait pas à masquer sa mélancolie profonde. « Les voyages nous changent, monsieur Beaumont. Je rentre en France avec plus de questions que de réponses. » Charles hocha la tête d'un air entendu, bien qu'il ne comprît manifestement pas la portée philosophique de cette réflexion. Dans les entrailles du navire, l'animation battait son plein. Les cuisines résonnaient du bruit métallique des casseroles et des ordres criés par le chef cuisinier, monsieur Gaspard, un homme aux tempes grises dont l'autorité n'était jamais remise en question. « Pierre, attention à cette marmite !» rugit-il en direction d'un jeune apprenti qui manipulait maladroitement un énorme chaudron de soupe. L'air était saturé de vapeur et d'arômes mélangés, créant une atmosphère étouffante où la sueur perlait sur tous les fronts. Au salon de première classe, Marguerite Dubois sirotait délicatement son thé en observant discrètement les autres passagers. Vêtue d'une robe de voyage en soie bordeaux au col montant orné de dentelles noires, elle incarnait l'élégance parisienne avec une réserve qui intriguait. Ses cheveux auburn soigneusement coiffés en chignon laissaient échapper quelques mèches rebelles qui adoucissaient la sévérité de ses traits fins. Dans sa main droite, elle tenait fermement un petit sac en cuir où reposait, plié avec soin, une lettre qui contenait le secret de toute son existence. « Madame Rousseau, permettez-moi de vous présenter le docteur Lemaire », dit Madame Fontaine, une dame âgée aux bijoux clinquants qui s'était donné pour mission de créer des liens sociaux parmi les voyageurs. Marguerite sursauta légèrement à l'utilisation de son nom d'emprunt, mais retrouva rapidement sa contenance. « Enchanté, docteur », murmura-t-elle en tendant une main gantée de noir. Le médecin, un homme distingué à la barbe soigneusement taillée, s'inclina respectueusement. Henri descendit lentement vers sa cabine, ses pas résonnant dans les couloirs étroits du navire. Les murs lambrissés de bois sombre créaient une atmosphère feutrée, ponctuée par le balancement régulier du bateau et le bruit sourd des machines. Il pensait à son père, cet archéologue passionné qui lui avait transmis l'amour des civilisations perdues, avant de périr dans ce terrible accident de train à Lyon. « Papa, j'ai trouvé les tessons que tu cherchais », murmura-t-il dans le vide, sentant le poids de la solitude s'abattre sur ses épaules comme une chape de plomb. Soudain, une odeur âcre de fumée lui parvint. D'abord légère, presque imperceptible, elle devint rapidement plus intense. Henri fronça les sourcils et accéléra le pas, son instinct d'explorateur habitué au danger le mettant immédiatement en alerte. Dans les cuisines, Pierre l'apprenti avait renversé de l'huile bouillante sur les braises d'un fourneau, provoquant une flamme qui se propagea rapidement aux rideaux graisseux suspendus près des fourneaux. « Au feu! Au feu !» cria une voix terrifiée. L'alarme se répandit comme une traînée de poudre à travers tout le navire. Les passagers du salon de première classe se levèrent d'un bond, renversant tasses et assiettes dans leur précipitation. Marguerite serra instinctivement son sac contre sa poitrine, ses yeux verts s'écarquillant de peur. Madame Fontaine poussa un cri strident tandis que le docteur Lemaire tentait vainement de maintenir le calme. Henri remonta 4 à 4 vers le pont principal, bousculé par une foule en panique qui se dirigeait vers les canaux de sauvetage. L'équipage courait dans tous les sens, certains marins déroulant des tuyaux d'arrosage tandis que d'autres tentaient d'organiser l'évacuation des passagers. Le capitaine Dubois, un homme au visage buriné par 40 ans de navigation, aboyait ses ordres depuis la passerelle, sa voix portant au-dessus du chaos général. La fumée noire s'élevait maintenant des entrailles du navire, créant une colonne sombre qui obscurcissait le ciel crépusculaire. Henri vit Marguerite près des canaux, bousculée par la foule affolée. Elle chancela, son sac s'ouvrant et laissant échapper quelques objets personnels qui roulèrent sur le pont glissant. « Madame, attention !» cria Henri en se précipitant vers elle, alors qu'un passager en proie à la panique la poussait brutalement. Marguerite tomba lourdement, son genou heurtant violemment le pont métallique. Henri la saisit par le bras pour l'aider à se relever, remarquant immédiatement la douleur qui crispait ses traits délicats. « Ça va aller, madame. Appuyez-vous sur moi », dit-il d'une voix rassurante, tout en l'aidant à rassembler ses affaires éparpillées. Leurs regards se croisèrent brièvement,
et Henri fut frappé par l'intensité de gratitude mêlée de détresse qu'il lut dans ses yeux verts. « Merci, monsieur. Vous êtes très aimable », murmura Marguerite, sa voix tremblant légèrement sous l'émotion. Elle tenta de dissimuler sa nervosité en rajustant sa coiffure défaite, mais Henri remarqua comme elle serrait compulsivement son sac en cuir contre sa poitrine, comme si sa vie en dépendait. L'incendie faisait rage dans les étages inférieurs, les flammes léchant désormais les cloisons métalliques avec un crépitement sinistre qui se mêlait aux cris terrifiés des passagers. « Je suis Henri Moreau, explorateur », se présenta-t-il rapidement tout en l'aidant à rejoindre la file d'embarquement vers les canaux de sauvetage. « Et vous êtes » Marguerite hésita imperceptiblement avant de répondre. « Marguerite, Rousseau. » Le mensonge lui brûla la langue, mais c'était devenu une habitude depuis qu'elle avait fui Paris 6 mois auparavant. Henri hocha la tête, trop préoccupé par l'urgence de la situation pour remarquer cette fraction de seconde d'hésitation révélatrice. Les marins s'activaient frénétiquement autour d'eux, leurs uniformes trempés de sueur malgré la fraîcheur maritime. « Allez, allez, les femmes et les enfants d'abord !» criait le second du navire, Monsieur Laroche, en guidant les passagers vers les embarcations de sauvetage qui se balançaient dangereusement le long de la coque. L'odeur de fumée devenait de plus en plus âcre, piquant les yeux et irritant les gorges. Marguerite porta son mouchoir en dentelle à son nez, tentant de filtrer l'air toxique qui envahissait progressivement tout le pont. « Madame Rousseau, permettez-moi de vous aider à embarquer », dit Henri en lui tendant la main pour descendre dans le canot. Marguerite accepta son aide, mais au moment où elle enjambait le bastingage, son sac s'ouvrit brusquement, laissant échapper une enveloppe scellée qui glissa sur le pont glissant. Henri, prompte comme l'éclair, rattrapa la lettre avant qu'elle ne tombe à l'eau et la lui tendit discrètement. « Voici, madame. » Cela semblait important. Leurs doigts se frôlèrent brièvement lors de l'échange, et Marguerite sentit son cœur s'accélérer dangereusement. « Merci infiniment, monsieur Moreau. Vous ne pouvez imaginer à quel point, » chuchota-t-elle, ses yeux s'emplissant de larmes de reconnaissance mêlées à l'anxiété de voir son secret si près d'être découvert. Henri fut touché par cette émotion brute et authentique qui contrastait avec la façade polie qu'elle maintenait habituellement. Il pressentait qu'il y avait bien plus derrière cette femme élégante qu'elle ne voulait le laisser paraître, et cette intuition éveilla sa curiosité naturelle d'explorateur habitué à percer les mystères. Le petit canot de sauvetage tanguait violemment sur les eaux agitées de la Méditerranée, ballotté par les vagues qui se brisaient contre sa coque en bois. Henri tenait fermement les rames, ses muscles tendus par l'effort, tandis que Marguerite était assise face à lui, serrant toujours son précieux sac contre sa poitrine. Derrière eux, la silhouette imposante de la Belle Époque se dressait comme un géant blessé, des flammes oranges et rouges dansant le long de ses flancs noircis par la fumée. L'air marin était chargé de cendres, et d'une odeur âcre qui piquait les narines et irritait les poumons de tous les naufragés, dispersés dans une dizaine d'embarcations similaires. « Regardez, monsieur Moreau, le navire de secours à l'horizon !» s'exclama madame Fontaine, la dame aux bijoux clinquants, pointant son doigt bagué vers une silhouette sombre qui se détachait dans le crépuscule. Henri plissa les yeux et distingua effectivement la fumée caractéristique d'un vapeur qui se dirigeait vers eux à toute vapeur. « C'est le cargo Marseillaise qui vient de Toulon », confirma un marin expérimenté qui partageait leur canot, ses cheveux gris collés par l'eau salée. Ils nous auront récupérés avant la nuit tombée. Marguerite gardait le silence, son regard perdu vers les eaux sombres qui reflétaient les derniers rayons du soleil couchant. Elle repensait à cette lettre qui avait failli être perdue à jamais dans les flots, cette missive qui contenait la vérité sur les agissements de son défunt époux, Auguste Dubois, et qui pourrait soit innocenter sa mémoire, soit confirmer définitivement sa participation dans l'escroquerie qui avait ruiné tant de familles parisiennes. Ses doigts tremblaient imperceptiblement, tandis qu'elle caressait inconsciemment le cuir usé de son sac, geste que Henri observait avec une curiosité grandissante. « Madame Rousseau, vous semblez troublée. L'incendie vous a-t-il causé d'autres blessures ?» demanda Henri avec une gentillesse sincère qui surprit Marguerite. Elle leva les yeux vers lui, frappée par la chaleur humaine qui émanait de ce regard noisette moucheté de reflets dorés. « Non, monsieur Moreau, je vous remercie. C'est simplement que ce voyage représentait beaucoup pour moi, et voir le navire ainsi détruit, elle laissa sa phrase en suspens, incapable de mentir davantage à cet homme qui venait de lui sauver la vie. Le cargo Marseillaise arriva effectivement avant la tombée de la nuit, ses projecteurs balayant la surface de l'eau pour localiser tous les canaux de sauvetage dispersés. L'équipage, dirigé par le capitaine Roussel, un homme trapu au visage buriné par des décennies de navigation,
organisa méthodiquement le sauvetage des naufragés. « Allez-y doucement avec cette dame », ordonna-t-il à ses hommes en voyant Marguerite peiner à gravir l'échelle de corde qui pendait le long de la coque. Henri grimpa juste derrière elle, prêt à la rattraper si elle venait à glisser. Une fois à bord du cargo, les rescapés furent dirigés vers la salle à manger commune où l'équipage avait préparé un repas chaud et des couvertures. L'ambiance était lourde d'émotions contenues, chacun réalisant progressivement qu'ils avaient échappé de peu à une tragédie maritime. Marguerite s'installa à une table près du hublot, observant dans la nuit noire les dernières lueurs de l'incendie qui consumait encore la belle époque au loin. Henri prit place face à elle, remarquant comme elle évitait soigneusement son regard direct. « Monsieur Moreau, puis-je vous demander ce qui vous amenait en Méditerranée ?» questionna Marguerite pour détourner l'attention de sa propre situation. Henri sourit tristement en remuant sa soupe aux légumes fumante. « J'étais en mission archéologique en Égypte, près de Luxor. Mon père était passionné par cette civilisation et j'essayais de terminer ses recherches inachevées. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots, révélant une douleur profonde qu'il tentait habituellement de dissimuler sous son enthousiasme scientifique. « Vos parents ne sont plus ?» s'enquit Marguerite avec une empathie genuine qui surprit Henri par sa sincérité. « Ils ont péri dans un accident ferroviaire près de Lyon il y a 2 ans. Depuis, je voyage beaucoup, cherchant peut-être à fuir cette solitude qui me poursuit partout. » Cette confession spontanée étonna Henri lui-même, car il n'avait jamais évoqué ses sentiments aussi ouvertement avec une inconnue. Quelque chose chez cette femme mystérieuse l'incitait à baisser sa garde habituelle. Marguerite sentit son cœur se serrer en entendant ce récit douloureux. Elle aussi connaissait intimement le poids de la solitude et des secrets qui rongent l'âme. « Je suis désolé pour votre perte, monsieur Moreau. La mort de ceux qu'on aime laisse un vide que rien ne peut combler. » Ces paroles portèrent le poids de l'expérience personnelle, car elle pensait à Auguste, mort subitement d'une crise cardiaque, alors qu'il était sur le point de lui révéler la vérité sur ses affaires douteuses. « Et vous, Madame Rousseau, qu'est-ce qui vous menait vers Marseille ?» Henri posa la question avec délicatesse, pressentant qu'il touchait là un sujet sensible. Marguerite hésita longuement, fixant le fond de sa tasse de thé comme si elle y cherchait les mots justes. « Je fuis des souvenirs douloureux. Mon mari est décédé récemment, et Paris est devenu invivable pour moi. » Techniquement, ce n'était pas un mensonge, même si elle omettait l'essentiel de sa situation. La conversation fut interrompue par l'arrivée du second du cargo, M. Beaumont, qui annonça que le navire ferait escale à Marseille le lendemain matin pour débarquer les rescapés. « Mesdames et messieurs, nous mettrons tout en œuvre pour que votre séjour soit confortable. Des cabines ont été préparées pour la nuit. » Marguerite remercia poliment, mais Henri remarqua l'inquiétude qui voila brièvement son regard vert, comme si l'idée d'arriver à Marseille lui causait une anxiété particulière qu'elle s'efforçait de dissimuler derrière ses bonnes manières bourgeoises. L'aube se levait doucement sur le port de Marseille, teintant de rose et d'or les façades ocres des immeubles qui s'étalaient en amphithéâtre autour de la rade. Le cargo marseillaise glissait lentement vers les quais animés, où s'affairaient déjà dockers, marins et marchands dans un ballet matinal rythmé par les cris des mouettes et le tintement des cordages contre les mâts. Henri se tenait au bastingage, respirant profondément l'air iodé mélangé aux effluves de poissons, d'épices et de goudron qui caractérisaient tous les grands ports méditerranéens. Ses cheveux châtains étaient ébouriffés par la brise marine et son regard pensif scrutait l'horizon comme s'il y cherchait des réponses aux questions qui l'obsédaient depuis la veille. Marguerite sortit de sa cabine improvisée, vêtue de la même robe bordeaux désormais froissée par les événements de la nuit précédente. Ses cheveux auburn étaient soigneusement recoiffés, mais ses traits tirés trahissaient une nuit d'insomnie passée à ressasser ses angoisses. Elle serrait toujours son sac en cuir contre elle, geste devenu compulsif depuis l'incendie. En apercevant Henri au bastingage, elle hésita un moment avant de s'approcher, partagée entre l'envie de prolonger cette relation naissante et la nécessité de disparaître à nouveau dans l'anonymat pour protéger son secret. « Bonjour, monsieur Moreau. Avez-vous réussi à dormir malgré les circonstances ?» demanda-t-elle d'une voix douce en s'arrêtant à ses côtés. Henri se tourna vers elle, remarquant immédiatement les cernes qui soulignaient ses yeux verts et l'inquiétude qui habitait son regard habituellement si maîtrisé. « Pas vraiment, Madame Rousseau, et vous ? Vous semblez préoccupée. » Sa perspicacité la déstabilisa une fois de plus. Cet homme avait une façon troublante de percer ses façades les mieux construites. « L'arrivée à Marseille m'angoisse, » avoua-t-elle partiellement, incapable de lui mentir complètement face à tant de bienveillance sincère. « Je ne connais personne dans cette ville. » Et après ce qui vient de se passer, elle laissa sa phrase en suspens,
feignant de regarder les manœuvres d'accostage pour éviter son regard trop perçant. Henri sentit une vague de compassion l'envahir en percevant cette détresse authentique sous la retenue polie de cette femme qui l'intriguait de plus en plus. Le capitaine Roussel fit son apparition sur le pont, accompagné d'un homme en uniforme officiel qui se présenta comme l'inspecteur maritime Durand. « Mesdames et messieurs les rescapés, nous allons procéder aux formalités administratives avant votre débarquement. Chacun devra déclarer ses effets personnels et sa destination finale. » Marguerite pâlit imperceptiblement en entendant ces mots, réalisant qu'elle allait devoir à nouveau utiliser sa fausse identité devant les autorités, ce qui l'exposait à des risques de découverte qu'elle préférait éviter. « Monsieur Moreau, Henri » dit-elle impulsivement, l'appelant pour la première fois par son prénom. « Accepteriez-vous de prendre un café avec moi une fois à terre? J'aimerais vous remercier convenablement pour votre aide d'hier. » Henri fut surpris par cette invitation inattendue et par l'utilisation de son prénom qui créait soudain une intimité nouvelle entre eux. « Avec plaisir, Marguerite, » répondit-il en osant à son tour cette familiarité qui les fit rougir tous les deux légèrement. Les formalités administratives se déroulèrent sans incident majeur. Marguerite présenta ses papiers au nom de Rousseau avec une assurance feinte qui ne trompa pas complètement Henri. Il remarqua sa nervosité, la façon dont ses mains tremblaient légèrement en tendant ses documents, et ce regard furtif vers la sortie comme si elle évaluait déjà une possible fuite. Ces détails attisèrent encore davantage sa curiosité naturelle d'explorateur habitué à décrypter les indices les plus ténus. 1 heure plus tard, ils se retrouvèrent attablés à la terrasse du café, le Phocéen, situé sur la Canebière, la célèbre artère marseillaise grouillante d'activité. Henri avait commandé un café noir corsé, tandis que Marguerite sirotait un thé au jasmin, ses gestes empreints d'une élégance naturelle qui contrastait avec l'anxiété qui ne la quittait jamais complètement. Les effluves de pastis, de bouillabaisse et de savon de Marseille flottaient dans l'air tiède de cette matinée de septembre, créant une atmosphère typiquement provençale qui aurait dû être apaisante. « Henri, je dois vous avouer quelque chose », commença Marguerite après avoir longuement hésité, sa voix tremblant légèrement sous l'émotion. « Mon nom n'est pas vraiment Rousseau, je m'appelle Marguerite Dubois, et je voyage sous une fausse identité depuis 6 mois. » Cette révélation frappa Henri comme une gifle, non pas par indignation mais par la confirmation de ses intuitions. Il posa sa tasse délicatement et la regarda droit dans les yeux, y lisant une détresse profonde mêlée à un soulagement évident de pouvoir enfin dire une partie de la vérité. « Pourquoi me confiez-vous cela maintenant ?» demanda Henri avec douceur, sans aucun reproche dans la voix. Marguerite baissa les yeux vers ses mains gantées, qui trituraient nerveusement sa serviette en tissu. « Parce que vous m'avez sauvé la vie, et que je ne supporte plus de vous mentir. Mon mari Auguste était impliqué dans une terrible escroquerie financière à Paris. Il est mort avant d'avoir pu révéler toute la vérité, me laissant seul face aux soupçons et à la haine des familles ruinées par ses agissements présumés. » Henri sentit son cœur se serrer en entendant ce récit douloureux. Il comprenait maintenant la mélancolie profonde qu'il avait perçue chez cette femme dès leur première rencontre. « Et cette lettre que vous protégez si farouchement ?» osa-t-il demander. Marguerite sursauta, réalisant qu'il avait remarqué son comportement compulsif vis-à-vis de son sac. Elle sortit l'enveloppe scellée et la posa sur la table entre eux, ses mains tremblant visiblement. Elle contient soit la preuve de l'innocence d'Auguste, soit la confirmation définitive de sa culpabilité. Je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir. L'enveloppe de papier vélin jaunâtre portait l'écriture soignée d'Auguste Dubois, cette calligraphie élégante que Marguerite connaissait si bien, pour l'avoir vue sur tant de documents d'affaires au cours de leurs 8 années de mariage. Le cachet de cire rouge était intact, orné des initiales entrelacées AD, qui scintillaient sous la lumière dorée du soleil marseillais, filtrant à travers les feuillages des platanes de la Canebière. « Marguerite » dit Henri avec une douceur infinie, « peut-être est-il temps d'affronter la vérité quelle qu'elle soit. Je comprends votre peur, mais vivre dans l'incertitude vous ronge depuis trop longtemps. » Autour d'eux, la vie marseillaise continuait son cours naturel. Un vendeur de journaux criait les nouvelles du jour d'une voix rocailleuse teintée d'accent provençal. Des femmes en châle coloré discutaient énergiquement en gesticulant devant l'étal d'un poissonnier, et des enfants couraient entre les tables des cafés en poursuivant un chat tigré qui zigzaguait agilement entre les jambes des passants. Cette normalité quotidienne contrastait cruellement avec le drame personnel qui se jouait à leur table, créant une bulle d'intimité douloureuse au cœur de l'agitation urbaine. « Henri, j'ai si peur de découvrir qu'Auguste était vraiment coupable, » avoua Marguerite.
des larmes perlant au coin de ses yeux verts, ses familles ruinées, ses enfants jetés à la rue à cause de l'effondrement de la banque Montclair. Si c'est vraiment lui le responsable, comment pourrais-je vivre avec cette culpabilité par association? Sa voix se brisa sur ces derniers mots, révélant toute la détresse accumulée pendant ces mois de fuite et d'isolement volontaire. Henri tendit instinctivement sa main vers la sienne, effleurant ses doigts gantés dans un geste de réconfort spontané qui les surprit tous les deux par son naturel. « Marguerite, vous n'êtes pas responsable des actes de votre époux, quels qu'ils aient été. Votre cœur généreux et votre souffrance évidente prouvent suffisamment votre intégrité morale. » Ces paroles, prononcées avec une conviction sincère, touchèrent Marguerite au plus profond de son être. Depuis la mort d'Auguste, personne ne lui avait témoigné une telle compassion sans jugement préalable. Mais si je découvre qu'il était innocent et que j'ai fui Paris en abandonnant sa mémoire aux calomnies, poursuivit-elle, explorant l'autre versant de ses angoisses. J'aurais trahi l'homme que j'aimais par lâcheté, incapable de me battre pour défendre sa réputation. Cette culpabilité à double tranchant la rongeait depuis des mois, créant un cercle vicieux d'auto-flagellation qui l'empêchait de prendre toute décision constructive. Un groupe de marins en permission passa bruyamment devant leur table, leur rire gras et leurs plaisanteries paillardes, rappelant à Henri les tavernes du Caire, où il avait souvent trouvé refuge pendant sa mission archéologique. Cette évocation soudaine de l'Égypte lui fit réaliser à quel point sa rencontre avec Marguerite avait bouleversé sa perspective existentielle. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, il ressentait le besoin pressant de protéger quelqu'un d'autre que lui-même, de sortir de sa solitude égocentrique pour se consacrer au bien-être d'autrui. Le silence tendu qui s'était installé entre Henri et Marguerite fut soudainement brisé par les cloches de l'église Saint-Vincent de Paul qui sonnaient midi dans le ciel azur de Marseille. Marguerite sursauta légèrement, comme sortant d'une transe, et regarda l'enveloppe posée devant elle avec une détermination nouvelle qui surprit Henri. « Vous avez raison », murmura-t-elle d'une voix tremblante mais résolue. « Je ne peux plus continuer à fuir la vérité. Quelle qu'elle soit, je dois l'affronter. » Ses doigts délicats saisirent l'enveloppe avec précaution, comme si elle manipulait un objet explosif capable de détruire définitivement les derniers vestiges de sa vie d'avant. Henri observait intensément son visage, y lisant une succession d'émotions contradictoires. La peur, l'espoir, la résignation et quelque chose qui ressemblait à du soulagement anticipé. « Marguerite, quoi que contienne cette lettre, sachez que cela ne changera rien à l'estime que j'ai pour vous, » dit-il avec une sincérité touchante qui fit monter les larmes aux yeux de la jeune femme. Ces paroles, prononcées par un homme qu'elle connaissait depuis moins de 24 heures, lui apportaient de plus de réconfort que tous les discours de circonstance qu'elle avait entendus à Paris après la mort d'Auguste. D'un geste précis et déterminé, Marguerite brisa le cachet de cire rouge qui portait les initiales de son défunt époux. Le papier craqua légèrement sous ses doigts, tandis qu'elle dépliait soigneusement la missive rédigée de l'écriture familière d'Auguste. Ses yeux parcoururent rapidement les premières lignes, et son visage se décomposa progressivement, trahissant une émotion intense qu'Henri ne parvenait pas à interpréter. « Mon Dieu !» chuchota-t-elle, portant sa main libre à sa bouche dans un geste de stupéfaction totale. « Marguerite, que dit cette lettre ?» demanda Henri avec douceur, respectant son besoin de digérer cette révélation avant de la partager. Elle leva vers lui des yeux brillants de larmes, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de soulagement, et non plus d'angoisse. Auguste était innocent, Henri, complètement innocent. Sa voix vibrait d'une émotion libératrice qui la transfigurait littéralement sous les yeux ébahis d'Henri. Il explique dans cette lettre qu'il avait découvert les malversations de son associé, Édouard Montclair, et qu'il comptait le dénoncer aux autorités. Henri sentit son propre cœur s'alléger en voyant la transformation radicale qui s'opérait chez Marguerite. Les rides de tension qui marquaient son front s'estompaient progressivement. Ses épaules se redressaient, et pour la première fois depuis leur rencontre, un véritable sourire illuminait son visage, révélant une beauté naturelle que l'angoisse avait jusque-là occultée. Mais pourquoi n'a-t-il pas agi de son vivant, s'enquit Henri, intrigué par cette révélation tardive. Il explique qu'il avait besoin de preuves irréfutables avant d'accuser publiquement Montclair, continua Marguerite en parcourant la suite de la lettre avec une avidité fébrile. Il avait prévu de tout révéler, après avoir rassemblé tous les documents nécessaires, mais sa crise cardiaque l'a emporté avant qu'il puisse mener son projet à terme. Dans cette lettre, il me donne l'emplacement exact où il a caché ses preuves compromettantes dans notre maison de Paris. L'ironie de la situation n'échappait pas à Henri. Auguste avait emporté dans la tombe le secret de son innocence,
laissant sa veuve porter le poids d'une culpabilité imaginaire. Un vendeur de fleurs ambulant passa près de leur table, proposant ses bouquets colorés aux couples attablés avec un sourire malicieux typiquement méditerranéen. « Des violettes pour madame ? Elles portent bonheur aux amoureux », lança-t-il avec un clin d'œil complice qui fit rougir Marguerite et Henri. Cette intrusion burlesque dans leur moment d'émotion intense eut paradoxalement l'effet de les détendre, créant entre eux une complicité amusée qui marquait symboliquement la fin de la phase dramatique de leur relation. « Henri, je dois retourner à Paris immédiatement », déclara Marguerite avec une détermination nouvelle qui la rendait méconnaissable. « Je dois récupérer ces preuves et rétablir la vérité sur Auguste. Ces familles ruinées méritent de connaître le vrai coupable. » Henri admira cette transformation remarquable. La femme fragile et fuyante qu'il avait sauvée de l'incendie laissait place à une personne combative et déterminée, animée par un sens aigu de la justice. « Permettez-moi de vous accompagner », proposa Henri spontanément, surprenant lui-même par cette décision impulsive. « Mes compétences d'explorateur et ma connaissance des archives pourraient vous être utiles pour retrouver ces documents cachés. » Marguerite le regarda avec une gratitude émue, réalisant qu'elle n'aurait plus à affronter seule les épreuves qui l'attendaient. Cette proposition d'alliance marquait pour Henri la fin de sa période d'errance solitaire et le début d'un engagement personnel qui donnait enfin un sens à son existence. « Mais Henri, vous ne me connaissez que depuis hier. Pourquoi risqueriez-vous de vous compromettre dans cette affaire ?» demanda Marguerite avec une sincérité touchante. Henri prit ses mains dans les siennes, geste naturel qui scella symboliquement leur alliance naissante. « Parce que sauver votre vie hier m'a rappelé que l'existence n'a de sens que lorsqu'on la met au service d'autrui. Mes parents auraient approuvé cette décision. » Cette référence à ses parents décédés révélait à quel point cette rencontre avait transformé sa perspective existentielle. Le train pour Paris partait le soir même de la gare Saint-Charles. Marguerite et Henri passèrent l'après-midi à préparer leur voyage de retour, achetant les billets et télégraphiant discrètement à des contacts parisiens susceptibles de les aider dans leur démarche juridique. L'air marseillais embaumait la lavande et les embruns marins, créant une atmosphère presque euphorique qui contrastait avec l'angoisse de la matinée. Dans un bureau de poste proche du port, Henri rédigea soigneusement un télégramme destiné à Maître Bertrand, un avocat réputé qu'il avait rencontré lors de ses études à la Sorbonne. « Marguerite, nous devons être méthodiques », expliqua Henri en consultant ses notes. « D'après la lettre d'Auguste, les documents sont cachés derrière un panneau mobile dans la bibliothèque de votre salon parisien. Il faudra agir rapidement et discrètement pour éviter que Montclair ne soupçonne notre démarche. » Cette approche stratégique rassura Marguerite, qui appréciait de voir Henri prendre les choses en main avec l'efficacité d'un explorateur habitué aux situations complexes. Ils prirent ensuite le tramway qui longeait la corniche jusqu'au quartier du Prado, profitant de ces dernières heures marseillaises pour clarifier leur plan d'action. Le soleil de l'après-midi faisait scintiller les eaux bleues de la Méditerranée, et des pêcheurs remontaient à leurs filets chargés de poissons argentés qui brillaient comme des joyaux sous la lumière dorée. « Henri, que se passera-t-il si nous ne trouvons pas ces documents ?» demanda Marguerite, une inquiétude passagère assombrissant son regard retrouvé. « Nous les trouverons », répondit Henri avec une confiance contagieuse. Auguste était un homme méticuleux, et sa lettre est très précise sur l'emplacement. De plus, j'ai l'habitude de dénicher des trésors cachés, même si cette fois-ci il s'agit de papier plutôt que d'artefacts antiques. Cette comparaison amusa Marguerite, qui sourit pour la première fois depuis des mois avec une joie véritable, débarrassée du poids écrasant de la culpabilité qui l'avait rongée si longtemps. La gare Saint-Charles s'animait déjà des préparatifs du départ du train de nuit pour Paris. Des porteurs en blouse bleue chargèrent les bagages dans les fourgons, tandis que les voyageurs se pressaient sur les quais dans un brouhaha de conversations excitées et d'au revoir déchirants. Marguerite serra une dernière fois la lettre d'Auguste contre son cœur, avant de la glisser soigneusement dans son sac, cette fois-ci non plus comme un fardeau terrifiant, mais comme une arme de justice qu'elle était enfin prête à utiliser. « Henri, » dit Marguerite en contemplant une dernière fois le vieux port depuis la fenêtre de leur compartiment, « merci de m'avoir redonné le courage d'affronter la vérité. Sans vous, j'aurais continué à fuir indéfiniment. » Henri sourit en serrant doucement sa main, comprenant que leur aventure commune ne faisait que commencer et qu'elle les mènerait vers un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer la veille encore. Le train s'ébranla dans un nuage de vapeur blanche, emportant vers Paris deux âmes qui avaient trouvé dans l'adversité partagé les prémices d'un amour authentique et d'une mission de justice qui donnerait enfin un sens à leurs existences respectives, meurtries par les épreuves du passé.